Donc voilà, pour cette dernière table ronde, on a le plaisir d'accueillir, je vais commencer par les musiciens, ils sont un peu là, invités, d'accueillir Raphaël Imbert. Raphaël Imbert est saxophoniste. Il indique souvent qu'il est autodidacte. Ça doit avoir une importance pour lui. Il est saxophoniste, il est également directeur d'une compagnie artistique qui s'appelle Grand Spirit. Et, entre autres choses, il a écrit, il y a quelque temps, un ouvrage vraiment passionnant qui est le fruit d'une dizaine d'années de recherche sur le religieux, le spirituel et le maçonnisme dans la musique nord-américaine, dans le jazz. C'est vrai que c'était une idée intéressante, c'est-à-dire que souvent, quand on est amateur ou même pour certains professionnels, tu en parles, la dimension religieuse ou spirituelle des propos des musiciens est un peu mise de côté, et on préfère s'axer sur autre chose. Et c'est tout ce champ-là que Raphaël a exploré dans un bouquin qui s'appelle Jazz Supreme, qui est une ligne et dont on parlera probablement. Par ailleurs, je le dis maintenant parce que je suis capable d'oublier, tu sors un nouveau disque dans très très peu de temps en duo avec Carole Belfa au piano. Ça sort le 26 mars, le lendemain du concert qu'on donnera à l'école normale supérieure pour la sortie du disque. D'accord. Ok. Olivier Douville, psychanalyste de conférence et puis aussi qui a une pratique de l'anthropologie et qui est aussi auteur de nombreux ouvrages que vous connaissez et programmateur, je le répète de la début, Jazz Radio, qu'on retrouve sur son site internet et qui est connu quand même pour être un grand connaisseur, un passionné de jazz. En fait, finalement, dans le champ jazzistique, on s'aperçoit que les psychanalystes sont pas si présents que ça, mais par contre, on peut rencontrer des fois des psychanalystes dont on sent qui sont passionnés de jazz. Ça a été le cas pour Francis Hoftin, ça a été le cas aussi pour Bertrand Lévy quand je l'ai lu. Douville, évidemment, on s'était croisé à Cerisy, et je pense que la plupart d'entre vous, en fait, si vous êtes là, c'est quelque chose du jazz qui vous titille, et dont vous pensez éventuellement que ça concerne aussi votre pratique, en tout cas pour ceux qui ont une pratique. C'était l'idée de la journée. Et ça s'entend bien, en fait, dans les questions dans la salle, ça n'est pas là pour rien. Dernière personne, la invitée, Marcel Drac, qui est psychanalyste et qui est aussi grand connaisseur d'anthropologie. Il a dirigé ce très beau bouquin, d'une structure à l'autre, notamment sur le dialogue entre Claude Lévi-Strauss et Lacan, sur la question du structuralisme. On s'est rencontrés par ailleurs dans ce petit groupe là qu'on mène depuis 2-3 ans, et nous avons déjà rencontré les musiciens. Donc, le titre là, de cette dernière table, c'est ce lien social nommé jazz. C'était venu comme ça, mais je ne sais pas trop pourquoi. Mais je dois dire que le livre de Raphaël Imbert m'a donné déjà une petite piste. Pourquoi ? Il y a plein de façons en fait de prendre ce titre, ce lien social nommé jazz, et notamment, je crois que la plus intéressante, celle qui va peut-être nous réunir, ça a déjà été commencé à évoquer tout à l'heure par Bertrand Lévy, c'est que il n'est sûrement pas possible de limiter le jazz à un genre musical. Voilà. Et donc c'est peut-être de ça dont on va parler maintenant, pour finir, à savoir en même temps ce que ça peut intéresser, en quoi ça peut intéresser les psychanalystes. Là, on essaie d'en discuter. Mais il y a peut-être juste plusieurs façons de prendre cette chose-là. Je vais juste en donner quelques-unes comme ça, je donne quelques thèmes, et puis on va voir comment ça se passe. Dans l'ouvrage de Raphaël, au tout début, il y a un support que tu prends dans un ouvrage de Claude Jaigley sur l'interview, et où tu montres, en tout cas, tu montres la position de certains musiciens de jazz dans l'interlocution d'interview. C'est-à-dire cette façon peut-être de jouer avec un certain code, et puis aussi de jouer avec un certain langage, une façon de s'installer dans la relation. Et il est
absolument pas question de faire une espèce de psychologie du jazzman. Mais par contre, ça pose la question, puisque tu utilises ce moment-là pour ouvrir sur une question que tu vas travailler après. Est-ce qu'on peut parler, au-delà d'une musique de jazz, d'un esprit du jazz? Voilà. Et donc, c'est cette question-là que tu commences à aborder dans la simple façon dont certains musiciens de jazz ont d'accueillir la situation dont nous avons. Et on peut dire que c'est déjà une façon de se demander si le lien que le jazzman peut lier avec ses partenaires dans l'instant musical, est-ce que c'est exportable? Est-ce que ça nous concerne aussi d'autres instants, d'autres moments de relation qui sont peut-être moins musicaux, mais qui pourtant auraient quelque chose en commun avec cet esprit du jazz? Ça serait la première façon, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une façon comme ça d'être jazz avec l'autre? Puisque tout à l'heure, enfin en tout cas ce matin, la question de improviser, c'était Jean Chouvel qui l'a mené, c'était improviser avec. Voilà. Donc est-ce que être avec un autre, il y aurait une façon jazz d'être avec l'autre, et peut-être, est-ce que ça pourrait intéresser le psychanalyste? Ça serait un des premiers thèmes comme ça. Il y en aurait un deuxième, dont on parlera et qui probablement là ancre vraiment le jazz plus dans sa tradition, dans son histoire, c'est sur la structure musicale en elle-même, à savoir ce rapport que l'improvisateur entretient avec la tradition, l'histoire, ses œuvres, qui se travaille au travers de standards, mais aussi d'autres choses. C'est-à-dire, quel est cet autre, on pourrait dire la grand A, auquel le musicien et les musiciens, quand ils commencent à jouer ensemble, se réfèrent, et pourquoi pas, dans notre signification à nous, s'aliènent, peut-être une aliénation propre à la structure d'improvisation. On l'a dit, il faut faire avec l'autre, bien obligé de faire avec l'autre, et pour pouvoir après peut-être travailler une question de séparation. Et là, ça pourrait ouvrir sur une autre piste, qui est la question du soliste, c'est-à-dire le passage d'un musicien qui fait comme ça des solos, mais par l'ornementation, par la paraphrase, tu en parlais dans ton texte dans l'insistance, ce passage-là au soliste, qui est daté, mais c'est quand même pas rien. Le fait qu'il y ait une invention qui témoigne d'un détachement, d'une singularité par rapport à quelque chose qui continue à rester comme un collectif. Donc en ce sens-là, peut-être que ça peut aussi nous intéresser. Voilà, donc autant de thèmes qui sont juste des propositions lancées à la discussion, mais peut-être qu'on peut commencer avec ce qui t'avait intéressé toi dans cette spécificité de la position du jazzman dans l'interview. Comment rendre une interview jazzistique? Elle devient jazzistique par essence, en tout cas c'est ce que démontre Paul Gégé, c'est-à-dire que l'intervention du jazzman est assez alternative vis-à-vis d'autres types d'interviews pour être singulière, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon, le jazzman tel que lui, c'est pour ça que je prenais en référence à ce livre de Claude Gégé, qui est vraiment passionnant. J'étais tombé sur ce livre un petit peu par hasard, en fait j'avais écouté la radio, en fait il y a un chapitre entier sur les jazzman. Et en fait il explique que lui, par rapport à c'est un professeur de tout ce qui est trait aux médias, qui n'est pas a priori ni musicologue, ni anthropologue de la musique ou de l'afro-américanité ou ce genre de choses. Et en fait, tout simplement, dans toutes ces études, il y a quand même un constat, c'est qu'il y a une singularité de l'interview du jazzman. Mais je fais une petite parenthèse, en fait, je suis très impressionné d'être là ce soir, d'être là maintenant, ce soir, là. D'une part, il devait y avoir Bernard Lubat. Ah oui, c'est vrai. Et ça, en fait, je dois dire, Frédéric, j'avouais, je me reposais un petit peu là-dessus. Je me suis dit, on est deux musiciens avec Bernard Lubat. Il y a un peu de chance pour que j'intervienne 30 secondes dans une heure et quart. Et là, tout d'un coup, je me retrouve représentant la chose. J'espère qu'il va bien, parce que moi, j'étais ravi de le voir. C'est un des musiciens les plus admirables qui existent, donc voilà. Mais moi qui suis bavard, vous allez vite le constater, je me suis dit, c'est génial, pour une fois, dans ce genre de table ronde, je vais passer pour un taiseux. Voilà. Et voilà, ça c'est dit. Et en plus, je me retrouve dans une table ronde et une assistance qui est assez inhabituelle pour moi.
Je ne reviendrai pas sur l'épisode des psychanalystes à Manos que j'ai raconté à Frédéric. Peut-être que ce sera l'occasion d'une discussion après. Mais c'est vrai que là, je ne vois pas d'amis musiciens, vraiment quelques visages connus, mais vraiment des gens qui viennent par rapport à un sujet comme ça m'étonne toujours. Combien de fois on dit, ouais, le jazz c'est fini, c'est mort, tout ça. Et finalement, à travers ce livre, je vois beaucoup de conférences et de colloques et tables rondes qui ont lieu et qui attirent du monde et qui provoquent beaucoup de débats. Et c'est un peu lié à cet état d'esprit, justement. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec cette musique, qui n'est pas un genre, qui n'est pas un style. Vous trouverez une définition du jazz par musicien de jazz et par amateur de jazz, et surtout par personne qui n'aime pas le jazz. Moi, j'insiste beaucoup dans le livre, on a trop étudié ceux qui aiment le jazz, ce qui est même le titre d'une émission de radio mythique. Dans Jazz Magazine ou Jazz Mag, je me rappelle plus, il y a une chronique mensuelle sur ceux qui aiment le jazz. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'écouter ceux qui n'aiment pas le jazz. Parce que le jazz rassemble autant qu'il comment dire, on pourrait dire, qui peut devenir épidermiquement détestable. Voilà. Révulse, voilà. J'ai cherché le mot, il était tellement enfoui au fond de moi que je n'arrivais pas à le sortir. Et j'insiste là-dessus parce que, effectivement, moi je me suis beaucoup penché dans ce livre et aussi dans un article que j'ai écrit dans la revue L'Homme sur ce rapport à la biographie, à l'interview, au dialogue qu'il y a entre le musicien et l'intervieweur, entre l'interviewé et l'intervieweur. Et c'est peut-être une première piste, quand j'entendais parler Francis tout à l'heure de l'analyste et de l'analysant, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être d'intéressant là-dessus, vis-à-vis du jazzman, c'est qu'effectivement, le jazzman, particulièrement, et moi je me penche là-dessus absolument pas par essentialisme ethnique, je me penche sur le musicien afro-américain, parce qu'il y a quand même une histoire, il y a un contexte culturel là-dedans qui est particulier, qui est totalement perméable au reste, mais il y a quand même une histoire particulière avec ça. Et l'artiste afro-américain, le jazzman afro-américain s'approprie l'interview d'une manière absolument incroyable. Et tous les journalistes, notamment ce que Claude Jégué raconte dans son livre, mais aussi ce que je montre un petit peu dans mon livre, tous les journalistes sont un petit peu, souvent se sentent dépossédés de leur interview par rapport au jazzman. Sachant que, par ailleurs, et c'était l'objet de la comparaison entre le jazzman et d'autres styles d'interviewés, c'est-à-dire que si vous avez faire un intellectuel, particulièrement français, mais aussi américain, ou un groupe de rock par exemple, un groupe de rock se doit de faire la tronche lors d'une interview, de se montrer le plus détestable possible. Ça fait partie j'exagère, c'est une généralité, mais ça fait partie un petit peu du positionnement, de la position d'un groupe de rock. L'intellectuel se méfie par définition de l'interview. Il y a quand même une sorte de vol de son propos, potentiellement une déformation assez grave de son propos qui pourrait aller même jusqu'à un contresens. Même si ces derniers temps, on voit beaucoup d'intellectuels qui sont de plus en plus spécialistes des médias, effectivement. Le jazzman, lui, il s'amuse avec ça. Vraiment, il s'amuse à un tel point que l'interviewé, et c'est très rare dans ces cas-là, sont totalement dépossédés de son interview. Et d'ailleurs, à un tel point, c'est ce que je montre dans la recherche, j'allais un petit peu plus loin dans cette démonstration, c'est qu'en fait, beaucoup d'interviews sont finalement des interviews, non pas truquées ou tronquées, mais transformées, parce que l'intervieweur ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Et le sujet du religieux et du spirituel en est l'exemple frappant. En fait, le début de ma recherche, juste pour raconter ça, mais je pense que c'est trait à cet état d'esprit, à cette particularité. Je discutais avec un ami journaliste, un excellent journaliste, dont je tairai totalement le nom, même sous la pression d'une centaine de psychanalystes et d'amateurs de psychanalyse. Je suis très impressionné, en fait. M'avait avoué un jour qu'on commençait à parler de ce sujet-là. Il me dit Raphaël, tu comprends, c'est quand même tous les Américains parlent de Dieu tout le temps, parlent de choses. Quand c'est pas un qui t'explique que le jazz est apparu avec les pharaons, c'est l'autre qui te dit que les ovnis ont amené les extraterrestres. Ce qui est vrai, hein, je connais Lester Louis et Sun Ra d'un côté, vous avez soit les pharaons, soit les ovnis, soit les deux en même temps. C'est-à-dire que l'origine du jazz est à chercher là-dedans, selon c'est un autre, voilà. Et tu comprends, aux États-Unis, il y a toujours cette référence. Bon, au bout d'un moment, je caviarde. Comment ça, tu caviardes? Ah bah attends, qu'est-ce que l'Égypte ancienne, Ramsès II, a à voir avec le jazz afro-américain qui, comme tout le monde le sait, est apparu à Nouvelle-Orléans, assez français d'ailleurs, hein, de bien présenter ce jeu-là. Je dis, mais attends, tu caviardes
Comment ça, tu es là? Oui, j'ai interviewé Rosal Wood il y a quelques temps. Rosal Wood, c'est un des plus grands tromboniste de free jazz new-yorkais. Et j'interviewe sur sa façon de jouer du trombone. Il me répond oui, je joue du trombone parce que Pythagore m'a montré comment jouer du trombone. Raphaël, c'est n'importe quoi, on joue caviar. Mais je dis, mais tu le fais souvent? Ah ben, je le fais tout le temps, ils en parlent tout le temps. Et là, ils en parlent tout le temps. Et en fait, on relit les interviews comme ça, on relit d'une certaine manière. Il y a ceux qui laissent le moment de silence. On sent même dans l'écrit, on sent la gêne qu'il peut y avoir entre l'intervieweur et l'interviewé. Par exemple, Coltrane, interviewé par Frankowski. Quand Frankowski fait la dernière grande interview de Coltrane en 1966, Frankowski est un journaliste américain marxiste. Il y en a toujours, d'ailleurs, il faut aller chercher. Et il fait toute une interview qui est très, très centrée politiquement. Alors, en gros, il veut absolument démontrer, faire dire à Coltrane que vous avez vu un meeting de Malcolm X, on vous a vu, vous êtes un militant politique. Et Coltrane répond toujours non, je suis un militant de la beauté. Je suis un militant, voilà. Et il y a toujours cette incompréhension. Alors, l'interview est intéressante puisqu'on peut l'écouter. Elle est maintenant, vous allez sur YouTube, vous faites Coltrane aussi, vous entendez ces silences, cette gêne, cette incompréhension qui existe entre les deux. Et ce dernier journaliste qui me dit mais je caviarde tout le temps parce qu'ils en parlent tout le temps, il y a une vraie incompréhension de ce côté-là. Il y a aussi qui est lié à notre façon en France. Pourquoi on aime le jazz en France? On aime le jazz en France en tant que style, là pour le coup, et c'est là où la compréhension entre quelque chose qui est un état d'esprit, pour le définir comme tel, et quelque chose qui est aimé comme un style de musique comme d'autres. Il y a déjà une première incompréhension. D'autant qu'on aime le jazz pour des raisons qui n'ont rien à voir, en France particulièrement, qui n'ont rien à voir avec comment cette musique est apparue et le rôle qu'elle a. Mais juste une chose, quand tu dis le journaliste est dépossédé de l'interview, il est dépossédé, est-ce que pour autant c'est le jazzman, le musicien, qui se l'approprie? Ou est-ce qu'au contraire, il crée quelque chose qui n'appartient ni l'un ni à l'autre, et qui déplace justement la situation, on va dire, de codifiée, de l'interlocution classique, et qui crée une espèce de zone floue, justement, et ce malaise. La zone floue dont tu parles, c'est cette zone dans laquelle le jazzman circule tout le temps. C'est-à-dire que j'ai même beaucoup l'image du jeu sérieux, le jazzman joue comme des enfants. Il faut jouer sérieusement, beaucoup d'images tout à l'heure, c'est exactement ça. Le ludique est l'aspect le plus important de cette musique-là. Donc finalement, le jazzman, quel que soit le contexte, je parle surtout du jazzman américain, mais il y a des vraies différences là-dessus. J'en parle aussi à travers un article de Georges Louis sur l'afrologie et l'urologie. C'est pas faire des différences essentialistes, c'est simplement aussi, peut-être que si on aime le jazz pour des raisons différentes que le jazz tel qu'il est né aux États-Unis, en France, on joue parfois le jazz pour des raisons aussi différentes. Et il y a aussi des incompréhensions parfois entre les musiciens de ce côté-là. Pourtant, on joue à la musique, on est content de la jouer ensemble et on aime la jouer ensemble. Mais pas forcément pour les mêmes raisons et avec les mêmes bases. Et l'intervieweur se sent dépossédé, mais le jazzman, il n'a pas fait, après, je dirais, pas fait exprès, c'est le jeu qui compte. C'est ce jeu, c'est cet aspect ludique, cet aspect aussi facétieux, on va dire, du jazzman qui est très important. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'interview et dans les mots, c'est à peu près ce qui se passe dans la musique. Le jazz est une musique de choses-trappes, de pièges, de compétition fraternelle perpétuelle. Voilà. Et qui est basée de ce point de vue-là sur un vrai langage, je vais en parler Edouard aussi de façon très précise, sur un langage mais qui a une essence, qui a un rôle, qui a une histoire politique et spirituelle qui est très forte. Notamment, je prends l'exemple d'Henry Gates, qui est un des grands penseurs de la pensée afro-américaine, qui parle du signifying monkey, et du double sens, du double langage. C'est cette habitude que les Afro-Américains ont toujours eue historiquement depuis l'esclavage, de toujours parler avec un double sens. C'est exactement ce qui se passe dans la musique. Vous croyez parler à un jazzman avec un certain... Surtout quand nous, Français, on s'adresse au jazzman, alors qu'avez-vous fait le 7 avril 54, vous étiez à telle séance de studio, il paraît que... Alors, les Français adorent depuis des années savoir ce qui s'est passé à la séance de studio entre Teddy Roosevelt et Miles Davis sur The Man I Love. Pourquoi Teddy Roosevelt s'est arrêté de jouer, quoi. Là, vous avez une littérature hallucinante là-dessus. Et tout simplement, c'est le sens du jeu et du chose-trap. C'est ni plus ni moins ce que font, avec ce double sens, cette facétie perpétuelle qui s'opère exactement dans l'interview. Mais ça, c'est particulier pour être
vraiment singulier dans le monde de l'interview et de l'échange. Cette femme Olivier, cette espèce de jeu comme ça avec le code, et avec peut-être un code dominant, on pourrait dire. C'est une extrême, plus qu'une stratégie, c'est une politique de survie. Tout simplement, c'est tout à fait bouleversant dans le jazz, c'est son infinie résistance et son actualité. C'est une musique fondamentalement, c'est une musique de résistance et qui emprunte graduellement à toutes les formes possibles de résistance, l'esthétisme, le politique, le mystique. Et moi j'étais très sensible à ce que vous dites, parce que si on a une vision un peu étroite des choses, on aura beaucoup de mal à comprendre pourquoi Archichek, qui par exemple, à Newport, qui a une prise de position extrêmement précise, fait aussi un disque qui s'appelle The Magic of Juju. Voilà. Alors bon, ça c'est le premier point. Le style jazz, je crois que c'est quelque chose qui traverse toute cette histoire, avec les effets de mimétisme. Quand Armstrong a crevé le plafond, quand il finissait de jouer chez Fletcher Anderson en 24-25, tout le monde voulait se saper comme lui. Il y a aussi la question du corps qui résiste et qui montre quand même quelque chose de son éclat, de sa parure, enfin, de ce qu'il peut avoir de décisif. Alors, comment le corps du jazz band peut avoir quelque chose de décisif, c'est au-delà de la mode, c'est au-delà du style. Décisif, c'est-à-dire au sens d'une distinction. Une distinction, c'est comme ça et pas autrement. Mais toujours dans cette atmosphère, évidemment, un peu ludique. Je veux dire qu'il n'y a pas plus drôle d'une certaine façon que Cab Calloway, et qui est le musicien, avec son chapeau sur des etc., l'ancêtre des sapeurs. Alors, moi, quand je parle du jazz comme lien social, c'est à ça. J'ai regardé dans les disques que j'aime beaucoup, le disque que je connais, j'aime beaucoup, et je veux dire votre livre, je ne connais pas. Mais j'ai vu apparaître des perspectives pour certains musiciens que je n'avais pas vraiment en tête. Par exemple, Armstrong qui fait à la fois du spectacle, pratiquement du spectacle de foire avec Velma Middleton, cette commère absolument extraordinaire, succulente, etc. Et qui ensuite va faire le livre sacré, va chanter la Bible en studio, avec Duke Ellington qui part jouer dans des petites boîtes. Il fait pas les plus grands concerts, la plus grande salle, mais il faut bien que ça tourne. Alors il va jouer dans des petits clubs, etc. Puis on entend dire une fois, le bar ferme à 1h du matin, nous sommes obligés de jouer à 2h du matin. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire la musique sacrée. Et c'est important. Ce qui nous manque peut-être, enfin, je ne veux rien dire, mais il y a un aspect politique et un aspect messianiste. Et je pense que le free jazz, c'est aussi une libération de l'imaginaire messianique, de s'inventer des filiations, de s'inventer des points de repère. Ça peut être le Pythagore, ça peut être les Martiens, ça peut être les ovnis. Ça peut être aussi des façons d'être ensemble. On peut pas, je crois qu'on entend, quand on entend l'orchestrade sonora, que les gens vivent ensemble. Voilà. Ce que disait une fois le grand saxophoniste de Sonora, John Gilmore, si, il disait, c'est bon, qu'importe, vrai ou faux, il a dit, je veux dire, est-ce que c'est comme ça que ça serait passé? Mais si Coltrane, quand il était mal, était rentré dans l'orchestre de Sonora, il aurait vécu beaucoup plus longtemps. Voilà ce que disait Gilmore. Et c'est important, cette question du lien social. Et on peut voir ça dans tous les grands orchestres de jazz, qui ne sont pas pareils que les grands orchestres de danse, qui peuvent être des grands orchestres, Glenn Drake, Glenn Miller, etc. Un grand orchestre de jazz, c'est un groupe social extrêmement précis, avec des règles, avec des codes, des profils de gentleman pour l'orchestre sophistiqué, admirable de Jimmy Lunsford. Voilà. C'est un groupe et en même temps qui laisse à chaque fois une place pour une singularité à chacun. Ce que disait Duke Ellington, c'est qu'il ne pouvait pas écrire des arrangements s'il ne connaissait pas la personnalité de ces instrumentistes. C'est pour
pour ça que la recréation des muséographiques, des grands thèmes de Duke, très bien enregistrés, avec des professionnels impeccables, mais il n'y a pas de Cootie Williams, il n'y a pas Rex Stewart, il n'y a pas Joey Hodges, il n'y a pas Arno Garnet, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait réécrire en fait en fonction des musiciens qui sont là pour eux et pour leur laisser cet espace peut-être de. C'est un grand débat que vous verrez André Medel. Là, c'est un grand débat que vous C'est un débat qu'on a tout le temps, hein. Enfin, depuis le début du jazz, sans doute. En tout cas, moi, dès que j'ai commencé à faire cette musique, vous êtes, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Entre est-ce que vous devez rejouer cette musique telle qu'elle a été créée et avoir un rapport presque, vous disiez, muséographique. Ouais. Et là, on est toujours un petit peu confronté aux problématiques des musiciens baroques, par exemple, même si, au niveau du lien social, justement, c'est absolument pas la même fonction. Ou alors, le jazz est une musique de création pure et on doit la recréer totalement et continuellement, quotidiennement. Et j'ai choisi de ne pas choisir en ce qui me concerne. J'aime faire les deux et j'estime que c'est le même geste, en fait. Alors, je vais poser une question que je me posais en venant ici, après avoir été à un concert de musique classique. Dans un concert de musique classique, est-ce qu'on peut parler de lien social entre les musiciens? Tout est préécrit, tout est hiérarchisé, tout est distribué, et il y a non pas un lien social, mais un lien, pourrait-on dire, pratiquement technique entre les musiciens. Il y a un lien social entre les musiciens d'un côté et le public de l'autre. Ça dépend du type de musique, mais enfin, il y a quelque chose qui s'établit, qui se noue entre les musiciens et le public. Alors, quelle est la spécificité de la musique quand on l'appelle jazz? C'est d'abord, effectivement, cette liberté, ce non-écrit a priori, qui fait que lorsque des musiciens de jazz commencent à jouer, il y a une grille prédéterminée, certes, il y a une distribution des instruments, certes, mais à part ça, il y a une indétermination fondamentale, et c'est ce qui laisse la place, bien entendu, à l'improvisation, mais c'est ce qui laisse la place à la création d'un lien social déjà entre les musiciens. On est bien d'accord. Donc moi je distingue, enfin j'essaye de distinguer pour ma propre gouverne, pour comprendre un petit peu les choses avec vous, je distingue donc deux aspects, deux niveaux, le lien social entre les musiciens et le lien social entre les musiciens d'un côté et puis le public, ceux qui écoutent, ceux qui sont là, ceux qui assistent à la performance. Donc entre les musiciens, déjà, il me semble que, à la différence de la musique classique, alors, en tout cas la musique classique telle qu'elle est pratiquée depuis déjà un certain temps dans les sociétés européennes, de culture européenne, il n'y a pas ce lien social, il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas cette indétermination a priori. Donc entre les musiciens, il y a quelque chose, il y a un chef, certes, et le chef est là précisément pour interdire le lien social horizontal, comme dirait Freud. Il y a un lien vertical entre le chef d'une part et puis le leader d'une part, pour reprendre les termes de la psychologie des foules, la psychologie des masses de Freud, il y a un lien direct de direction entre le chef et puis les musiciens. Alors maintenant, je pense à une chose très très précise, je pense à deux expériences que j'ai eues en Afrique, et qui, en y repensant comme ça, pour préparer la journée d'aujourd'hui, je pensais à deux types d'expériences. Je pensais d'abord aux griots. Je pensais à des griots que j'avais entendus il y a quelques années dans le nord du Cameroun, précisément là où il ne faut plus aller maintenant, à cause de Boko Haram. Et bon, à l'époque, c'était encore assez calme, et on pouvait aller dans un village, être invité par un roi ou un roitelet local, et être invité à une séance de performance de griot. Et là, effectivement,
à quoi assiste-t-on? On assiste alors à ce double lien, cette double création du lien social, d'une part entre les griots eux-mêmes qui se répondent. Parfois il y en a un seul, mais parfois il y en a plusieurs, ils se répondent. Ça c'est très très profondément ancré dans la culture africaine, et ça s'est sans doute transmis dans le jazz. Donc il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis entre les griots et le public. Ne serait-ce que parce que les griots s'emparent de la biographie des gens qui sont là, s'emparent de ce qu'ils savent des gens qui sont là, qui assistent et qui écoutent, et ils trament comme ça en chantant et en déclamant et en improvisant des vers aussi bien que des chants. Ils retracent ou déforment ou inventent ou mythologisent la biographie des gens qui sont, la biographie, les caractéristiques psychologiques, etc., des gens qui les écoutent. Et là, évidemment, se crée entre les griots d'une part et puis le public d'autre part, évidemment, il se crée un lien tout à fait étonnant, au point même d'ailleurs que dans l'assistance, souvent, lorsqu'un griot lance quelque chose, dans l'assistance, les gens concernés réagissent. Ça me fait penser au jazz, où quand quelqu'un commence à esquisser quelque chose, esquisser une improvisation, esquisser une figure musicale, alors dans la salle, on entend des yeah, ouais, bien, ok, des gens qui sifflent, etc. Et donc là, il se crée aussi quelque chose qui est de l'ordre du lien social entre les musiciens d'une part, les artistes d'une part, et le public d'autre part. Donc je voulais comme ça, de façon un peu préliminaire, insister sur le fait que la spécificité du jazz par rapport aux autres musiques, en particulier classiques, c'est cette liberté, cette indétermination qui fait que dans l'improvisation, il y a du lien social qui se crée entre les musiciens d'une part, et puis entre les musiciens et puis le public d'autre part. Juste un point encore. Dans son essai sur le Witz, Freud dit ceci, qui me paraît tout à fait fondamental et lié à notre discussion. Il dit, en fait, quelqu'un qui fait un Witz, un jeu de mots, ne jouit vraiment de son Witz que lorsque les autres rient. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire seulement à ce moment-là, il y a une sorte de validation sociale par le public, les gens se marrent, et à ce moment-là, le Witzer, si j'ose dire, celui qui est l'auteur de ce mot, alors il se lâche, il se permet de jouir de ce qu'il a produit. En entendant ça, j'étais en train de rigoler notamment parce que je pensais à ce que Bernard aurait pu faire comme jeu de mots avec Witz. Excusez-moi. Oui. Et Bernard n'est pas là, mais il est partout, notamment sur la chaise. On a distribué des flyers de son prochain. Donc même quand il n'est pas là, il est partout. Mais alors, c'est intéressant que la question de la liberté revienne de nouveau, parce que ce matin, ça a été évoqué, et il y avait cette distinction faite par Angélie sur liberté ou libération. Et on rejoint encore cette question-là de la résistance, c'est-à-dire peut-être une espèce de réponse à un discours dominant, y compris discours rapatrié au sein même de la structure musicale, c'est-à-dire de la grille. C'est une réponse, peut-être parfois qui se voudrait une libération, et là, oui, c'est effectivement, peut-être se pose la question, mais finalement, si c'est moins une libération, enfin, si c'est moins une liberté qu'une libération, peut-être que dans cet esprit jazz, la libération joue un rôle fondamental, et après tout, là, c'est moins le style musical qui compte, que peut-être qu'il y avait de la libération aussi dans d'autres musiques. Ça, vous parlez des griots, mais ça pourrait être aussi dans d'autres musiques occidentales. Il faut se rappeler tout bêtement l'histoire de la musique. Enfin, la musique classique, c'est quand même un terme déjà assez problématique en soi, sauf qu'on n'a pas inventé mieux pour définir cette musique, comme le jazz d'ailleurs, tellement. J'ai jamais vu autant de musiciens qui détestaient leur propre mot de leur propre musique que les jazzman. Le mot jazz est peut-être le mot le plus contesté par les jazzman eux-mêmes. Parler d'Archichette, par exemple, ce mot. Mais j'en parle dans le livre, c'est que quand même, le propre même le jazz est une musique de paradoxe jusqu'au bout. C'est-à-dire que Archichette, il ne faut pas lui parler de jazz, mais quand on fait un documentaire sur lui, il dit je suis jazz, c'est ma vie. Donc pour moi, vous pouvez mettre la meilleure définition du jazz, c'est ce paradoxe-là.
Alors il dit non, mais le mot jazz, vous savez, c'est un mot multiple, on ne sait pas d'où il vient. D'ailleurs, moi qui suis du sud de la France et de Provence, pour pas le dire, un jour il a dit dans une interview, j'étais là en plus, il a dit oui, non mais le mot jazz vient de jas, la maison en provençal, donc c'est un mot occitan. Moi j'étais super fier. Et encore une fois, autant vous avez autant de définitions du jazz en tant que musique, vous avez autant de définitions de l'étymologie du jazz en fait. C'est assez incroyable quand même. Mais il dit je fais pas de jazz, je suis. Oui, alors voilà, c'est là-dessus que moi je réagissais, c'est qu'en fait il est jazz. On est jazz, il faut être jazz de cette manière. Alors là, moi, un musicien de 40 ans à peu près, vis-à-vis de tous ces discours-là qu'on a eu de la part des musiciens français, des musiciens américains, des musiciens du monde entier, parce que c'est quand même une musique faussement universelle. Elle est universelle par essence, sauf qu'elle n'est pas jouée partout quand même, faut pas exagérer. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir où le jazz s'est implanté et où il ne s'est pas implanté, notamment en Afrique. Les territoires en Afrique où le jazz est très présent, d'autres où il est totalement absent. Vraiment. Je pense à l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie sont des grands pays de jazz. J'étais en Guinée, pays incroyable. Alors vraiment, la tradition des gridou est très forte, la tradition des djembé fola est assez incroyable. Et le jazz est vu comme quelque chose d'assez mystérieux malgré tout. Mais il y a quelques orchestres qui essayent de faire du jazz, au sens stylistique cette fois-ci. Et je me rappelle très bien d'ailleurs la réflexion des musiciens de djembé qui jouaient avec moi dans le spectacle qu'on avait monté. Je les entendais parler entre eux d'un mariage dans lequel ils avaient joué la veille, et ils me disent alors c'était bien, ouais, on a improvisé, c'était pas terrible. Voilà. Donc, et attention, c'est de la musique purement orale, totalement imprévue, dans laquelle le solo, exactement dans un schéma de jazz, la place de l'imprévu, la place du soliste, la place de tout ce qui peut se passer dans le temps réel, exactement la même, mais le mot improvisation, c'est la dernière insulte que vous pouvez dire à un musicien, c'est improvisation. Alors qu'inversement, en musique classique d'orchestre, on est dans cette absence de lien social tel que vous l'avez défini, parfaitement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été historiquement organisé. Moi, je suis de Marseille. Allez à l'opéra à Marseille, et vous aurez un public qui réagit exactement comme dans un concert de jazz. Car les gens sifflent quand ils ne sont pas contents, vraiment réagissent aux solistes. Le goût de la tomate, ça vient de Marseille. Il faut savoir, le fait de jeter des tomates sur quelqu'un sur scène, c'était une tradition, je mets beaucoup de guillemets, autour marseillaise. Et je suis très, finalement, tout à l'heure on évoquait ça, moi je suis très content quand le public réagit dans mes concerts. Alors d'ailleurs je le dis pour tout à l'heure. Mais en mal aussi, si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de le dire. Le public c'est le 5e Beatle dans ces cas-là. Par contre, vous avez la musique de chambre. Moi j'ai eu la chance de jouer avec des grands quatuors et tout ça, qui n'improvisaient pas une note, qui ne savaient pas improviser une note, mais par contre, le lien qu'ils avaient entre eux, le rapport qu'ils avaient entre eux, excellent client pour vous d'ailleurs, les quatuors à cordes, je ne sais pas pourquoi quand ils sont en quatuor, il y a quelque chose qui se passe, qui est très 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 problématique, psychologiquement. Mais par contre, il y a un lien, en fait j'étais le 5e membre du quatuor et j'ai eu l'impression d'être à votre place en général. Et ça s'appelle le plus 1. Voilà, d'accord, j'ai un élément de réponse là déjà. Et par contre, là, le lien social existe. C'est-à-dire que dans la musique classique, vous avez des choses qui se rapprochent du jazz. La force du jazz, c'est d'avoir rassemblé tout ça. Vous avez cette musique d'orchestre, avec un chef d'orchestre, sauf que Duke Ellington n'est pas Karajan, on va y revenir peut-être là-dessus. Vous avez l'équivalent d'une... Non mais je parle de ça au niveau de la place presque démiurgique qu'a pris le chef d'orchestre dans la tradition européenne, qui n'était absolument pas celle-là il y a encore 100 ans. Voilà, tout à dire, il y a eu une évolution de la musique classique. On a cherché à déterminer la musique classique comme étant un objet purement, presque dénué de lien social. On l'a enlevé de ce lien social, notamment avec le public à qui on demande de se taire. Et regardez les témoignages des opéras de Beaux-Arts, du temps de Beaux-Arts, c'est une vaste fête. C'est une vaste fête, vraiment. Et vous avez la musique de chambre, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains formats, puis vous avez le soliste. Donc le rapport au soliste, entre le jazz et le soliste de musique classique, entre une version d'un prélude de Bach de Richter et de Glenn Gould, vous avez une telle différence qui finalement, en dehors de l'improvisation, l'imprévu, détermine quand même des caractères musicaux très différents. Donc le lien social, là, pour le coup, existe. Il y a une vraie... Et d'ailleurs, je dois dire que quand j'ai travaillé avec les quatuors à cordes, la première fois qu'ils ont joué avec moi, et que quand quelqu'un faisait un solo, même écrit, les gens l'applaudissaient, il y
m'ont regardé comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, t'inquiète pas, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et en fait, ils ont vachement apprécié ça. Et ça, il y en a un qui m'a avoué, maintenant, quand on rejoue en voiture à cordes et qu'il ne se passe rien à ce moment-là, il manque quelque chose. Voilà. Je trouvais ça, c'est assez intéressant. Ils ont goûté à quelque chose qui était défendu. Ah non, mais en plus, je leur ai dit, je suis désolé, vous avez improvisé une note. En l'occurrence, c'est le Quatuor Manfred, un des grands quatuors à cordes français. 25 ans d'existence, pas une seule note improvisée de leur pratique. Et puis j'ai commencé à faire improviser. Le jour où ils l'ont fait, ils ont réussi à faire 10 minutes de musique sans partition. J'ai dit, je suis désolé, maintenant, il y a un avant et un après, vous êtes foutus. Vous êtes jazzman. Oui, il y a Une rupture, c'est bon. Et ça me fait penser à Bernard. Les quatuors ne se tiennent pas toujours à Caron. Bernard Hubert avait donné une interview que j'avais lue, et il parlait de ça. Il parlait de la première fois qu'il y avait une formation classique, conservatoire, etc. Et il parlait de la première fois où se frottant à des musiciens, évidemment des musiciens vraiment de jazz avancé, avant-gardiste pour l'époque, la première fois, en pleine répète, on lui dit allez, fais un solo maintenant. Et il savait à peine ce que c'était, enfin, c'est ce qu'il dit dans son interview. Et il témoigne de ce moment de ce pas dans le vide. Là, il parle justement de la vie, de la mort, de jouer sa peau. Voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une mise en jeu qui fait rupture, comme peut-être ce qu'ont vécu ces musiciens, enfin, c'est ce que tu disais, mais Bernard Hubert dit oui, voilà, on joue sa peau. Dans un solo, on joue sa peau complètement. C'est quand même, c'est cette livre de chair aussi, cette peau-là. Alors on parlait du corps tout à l'heure, mais c'est aussi un espèce de prix à payer pour travailler, peut-être, moi je pense, cette espèce de séparation d'avec le fond qui en même temps soutient. C'est-à-dire les accompagnateurs qui sont là et qui laissent une place vide et qu'il va falloir à un moment dont il faudra faire quelque chose. Mel Davis avait aussi une petite phrase qui m'avait vraiment intéressé. Il disait, en parlant du son, il disait le son c'est comme ta sueur. Il y a quelque chose qui transpire, mais c'est peut-être aussi ce dont on se sépare pour la sueur, c'est quelque chose qui sort du corps et dont il va falloir un petit peu se séparer, une espèce de déchet comme ça. Le son c'est ta sueur. Et voilà, peut-être, je ne sais pas si ce que ça vous évoque, hein, mais sur cette articulation comme ça entre le soliste, l'orchestre, la singularité, le collectif, et puis ce pas, et puis aussi la recréation de ce pas. Un mot là-dessus. Tout à l'heure, j'entendais les participants de la table précédente parler du rapport entre le psychanalyste et le patient. Et là, tu viens de dire des choses qui me font penser à ça. On pourrait dire dans une certaine mesure aussi que le patient, il joue sa peau dans la séance. Il évite, il résiste, mais il est aux prises avec son réel, qui passe pas, qui peut passer dans un lapsus, qui peut passer dans une improvisation, entre guillemets, au sens le plus large du terme. Qu'est-ce que fait un patient si vraiment le psychanalyste sait ce qu'il prend, c'est-à-dire s'il ferme sa gueule, mais s'il scande de temps en temps de façon suffisamment pertinente pour que quelque chose qui s'est transmis dans ce que dit le patient fasse effet de réel, si on peut dire. Donc il se passe alors peut-être la même chose, ou quelque chose de comparable, c'est à voir lorsque, comme tu le disais à l'instant, un soliste improvise devant un public. Et le public a la place, me semble-t-il, du psychanalyste. Le public, c'est l'instance qui va plus ou moins valider, plus ou moins scander par ses applaudissements, par ses cris, par ses grognements, par ses bruissements divers et variés, qui va donc scander dans une certaine mesure ce que fait le soliste qui improvise. Hein, il prend sa partie, il commence, il tâtonne, il commence à développer, etc. Il y a une montée en puissance, en intensité, et il y a des choses du réel du soliste qui commencent à passer un petit peu dans cette déformation de la matière sonore par rapport au réel,
qu'on appelle cette improvisation musicale. Donc moi je ferai ce parallèle que je mets en discussion. Je ferai ce parallèle encore une fois entre, comme on disait à l'instant, le fait que celui qui improvise met sa peau, mais la peau, c'est, me semble-t-il, le réel très fond de l'inconscient peut-être, de la souffrance, de l'angoisse, du refoulé, etc., de celui qui improvise. Et ce réel qui ne se dit pas, sauf si par ailleurs le soliste a fait une psychanalyse, mais pour l'instant il joue. Ce réel qui ne se dit pas, il passe comment? Il passe dans de la matière sonore. Il passe dans une matière sonore structurée. Eh bien, me semble-t-il, là, vis-à-vis du public, le soliste se comporte pratiquement comme un analysant. Je vous livre ça au passage. C'est tout à fait une hypothèse dont on peut reparler. L'histoire des jazz, c'est également l'histoire des publics. Il y avait quelque chose de très fort dans les années 30 et 40, avant la Seconde Guerre mondiale, où le public était en situation de juge de paix. C'est-à-dire que les orchestres se jetaient des compétitions, on appelait les techniques contests, des compétitions d'orchestre ou de solistes. Alors, les deux grands lieux pour ça, pas les New Orleans, c'était New York et Kansas City. Et voilà, le public, il n'était pas comme vous êtes. Le public, c'était des danseurs. C'est-à-dire que le juge de paix de 11 orchestres, Chickwell, voilà, c'était des danseurs du Savoy. Et la place du public est absolument éminente, au point que des revues comme Metronome ou Esquire faisaient des référendums dans le public pour décider qui était le meilleur saxo-ténor, saxo-clarinettiste, musicien divers. C'était bon pour Adrien Orlini qui jouait tout. Et puis, on organisait après des concerts. Des concerts extraordinaires, comme le concert du Métronome, Armstrong, Tatum, Biga, Aldridge. Donc il y a une histoire des publics. Alors, concernant ce qui a été évoqué du soliste qui joue sa peau, oui, enfin pas toujours quand même. Bon, mais ok, quelque chose comme ça, où l'idée, hein, que le musicien de jazz se jette dans le vide et joue sa peau, ça fait partie, je crois, de l'histoire du jazz et de nos mythologistes du jazz. Et qu'est-ce que ça dit du réel du jazz? C'est un peu ça la question que je pose. Parce que si l'on s'intéresse à l'histoire de cette musique, et si on s'intéresse de plus à la façon dont les plus grands musiciens refusent d'être cantonnés à une seule case départ, on peut s'expliquer compte tenu du traumatisme du départ. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire? C'est que c'est lutter contre le silence. C'est-à-dire que les Africains qui étaient réduits en esclavage, pas n'importe quels Africains non plus, au départ, c'était parce que les rois des empires côtiers en avaient marre d'être des civilisations qui vivaient dans les forêts aussi un petit peu, et c'était les plus grands danseurs, c'était les plus grands guerriers, c'était les plus grands chefs, c'était les plus grands sorciers. Il y a des gens qui avaient un savoir ésotérique absolument remarquable, qui s'est constitué en espèce de pidgin, avant ce abominable dans les plateaux dégrillés. Ils entendaient comme ça les marins jouer de la cornemuse, paraît-il. Bref. Et alors, il y a un livre de jazz qui me passionne, c'est un thème de jazz qui me passionne, anthropologiquement. C'est l'enterrement à New Orleans, Didn't You Remember, qui était enregistré par Kid Ory, par John Norton, par Armstrong. Parce que si l'on écoute les paroles de Didn't You Remember, c'est ô combien il a roulé sa bosse, si je peux traduire approximativement, c'est il a roulé sa bosse jusqu'à ce que le boucher le coupe. Voilà. C'est complètement incompréhensible. Et en faisant, je suis tombé par hasard sur une très large étude sur les rituels funéraires des Yoruba. Qu'est-ce qu'ils chantent les Yoruba dans les rituels funéraires? Les chants de circoncision. Les chants de circoncision.
Donc vous avez une espèce de rémanence comme ça du trésor, utilisons des mots passe-partout, du trésor symbolique, du trésor ésotérique, etc., que l'on voit juste encore mis en scène en 1950 par Armstrong, Bigard, Wright, Jordan, Cosico et la même chose. Alors, oui, le musicien prend tous les risques. On a enregistré des solos absolument extraordinaires, des gens qui se jettent comme ça. C'est Paul Gonzalez à Newport qui enchaîne les chorus sur 58 avec l'orchestre de Duke. Et là, on sent non seulement un lien très fort entre lui et le musicien, mais comme une espèce comment dire, un lien entre les autres musiciens qui ne jouent pas et le public, tout le monde s'encourage. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a une mémoire comme ça de ces gens solos, absolument extraordinaires, bouleversants. On peut dire, ce que disait Truffaut, des acteurs qui jouaient dans le jeu de guitare, ils jouent comme si leur vie en dépendait. Mais il y a aussi dans la musique de jazz quelque chose qui est une façon de faire tenir une mystique, une ésotérie et une colère des corps. Et en même temps, tout ce que vous venez de dire me touche particulièrement, parce que j'ai une partie du livre qui est consacrée au jazz funeral, c'est-à-dire vraiment les funérailles de Orléans, qui est d'ailleurs un moment assez rare où le jazz a une fonction rituelle au sens anthropologique et religieux du terme. Il y a vraiment une façon de jouer. On parlait de dire Rumble, c'est après le cimetière. Avant le cimetière, on joue une musique très poignante. La caisse claire a un rôle extrêmement déterminant. Et Benny Dodds, qui était le premier grand batteur sur le jazz, le batteur de Louis Armstrong, était connu pour sa connaissance rituelle de la caisse claire dans ces moments-là. D'un autre côté, en parlant de Paul Gonzalez, quand même aussi, c'est ce qui est extraordinaire dans cette musique, surtout par rapport aux musicologues, aux chercheurs, aux anthropologues et tout ça, tous ceux qui aimeraient bien cadrer cette chose-là, c'est quand même une musique qui échappe très souvent à toutes les classifications qu'on tente de donner. Dans le cas de Gonzalez, on entend ce public qui hurle. Vraiment, il y a cette interaction incroyable entre le public et l'orchestre, parce que moi, même le mot accompagnateur me gêne. Franchement, quand on joue, et quand on jouera tout à l'heure, c'est tout ce que j'espère. Par exemple, tout à l'heure, je vais me retrouver avec Edouard Ferlet et Aldo Romano, c'est la première fois que je vais jouer avec eux. Il est hors de question que je pense que ce sont des accompagnateurs, même je vais peut-être être plutôt dans l'inverse. Voilà, c'est une première. Mais il faut savoir que par exemple sur le disque que vous avez de Newport, en fait la plupart des bruits du public sont rajoutés après. Parce qu'en fait c'est une mise en scène. Ils ont été rajoutés parce que les producteurs, et même Duke Ellington d'une certaine manière, je n'ai pas de détails exacts, estimaient qu'on n'entendait pas assez cette interaction. Et ça me fait penser. C'est-à-dire qu'en fait, j'en parle dans le livre, je dis même à la fin, c'est la conclusion du livre, je dis mais le jazz c'est une musique de trahison, il n'est jamais là où on l'attend. Et il y a quand même cet aspect de mise en scène, que par exemple un ethnologue comme Erwan Blanter a bien montré quand il a étudié les églises sanctifiées à Nouvelle-Orléans. Les églises sanctifiées à Nouvelle-Orléans, qui ont quasiment disparu après Katrina d'ailleurs, sont des églises qui font un syncrétisme absolument incroyable entre le vaudou, le catholicisme et tous les cultes possibles, imaginables du protestantisme américain. Vous avez des saints, dont un des saints c'est un grand chef indien, vous avez une grande statue de chef indien, et Sainte Catherine d'un côté et Saint Joseph, vraiment c'est un drôle de mélange. Et c'est surtout, historiquement, les premières églises, alors c'était d'ailleurs des églises mixtes au départ, ce qui est quand même assez rare dans le contexte américain, des églises où vous pouvez trouver plusieurs communautés au 19e en même temps. La Nouvelle-Orléans c'est une drôle d'Amérique, c'est pas l'Amérique qu'on imagine de ce côté-là. Et puis c'est surtout des églises dans lesquelles il y avait des pasteurs femmes, quand même très particulier, dans le contexte très misogyne du protestantisme américain de l'époque. Et c'est surtout parmi les premières églises dans lesquelles les phénomènes de transe ont été les plus utilisés. Et Erwan Blanter retourne dans les quelques églises sanctifiées de Nouvelle-Orléans cet été, il y a quelques années, parce que tout ce que tu décrivais, c'est encore maintenant. Vous allez à Nouvelle-Orléans, vous avez une chance sur deux de retrouver des grands défilés de funérailles, tous les défilés pour la Saint-Joseph, pour le Mardi Gras, des choses dont l'ésotérisme dont on parlait, qui est l'objet d'une grosse partie du livre, est complètement présent, mais vraiment encore très fort. Et un jour, il filme un phénomène de transe vraiment très fort dans l'église, vraiment avec ce qu'on appelle le speaking in tongues, la capacité de parler dans une langue qu'on ne connaît pas, d'inventer une langue à ce moment-là. Et il y a une vieille dame qui vraiment tombe en transe devant la caméra d'Erwan Blanter, et quand elle se relève, elle regarde, elle dit
Je l'ai bien fait. Et alors il ne s'agit pas non plus, c'est le gros défaut qu'on aurait dans ces cas-là. C'est comme quand on dit Willie Coltrane était mystique parce qu'il a vu Dieu, d'accord, mais il a vu Dieu dans quel contexte? C'est vrai, c'est documenté. Hein. Il a vu Dieu en se débarrassant de la drogue, en 57, en faisant cold turkey. D'homme froide, c'est-à-dire qu'on s'enferme quelque part et on attend que les effets de l'héroïne, enfin en l'occurrence c'était l'héroïne, passent. Et évidemment, combien de fois dans le cadre de mes recherches, on a dit ouais, Raphaël, t'es bien gentil, bon, il a vu Dieu en se débarrassant. Tu sais, quand tu arrêtes l'alcool, tu vois des éléphants roses, tu arrêtes l'héroïne, tu peux peut-être voir Dieu. Quoi. En gros, c'est un petit peu canaliser les faits, faire expliquer à demi-mot, finalement, c'est pas si important que ça. Rabaisser un petit peu l'expérience. Ce qui est important dans le cas de Coltrane, comme dans la recherche sur les églises sanctifiées, c'est de montrer qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que la musique de Coltrane change. Elle devient réellement mystique. Elle devient réellement quelque chose de différent après cette expérience. On y croit, on n'y croit pas. Et c'est pas ça le souci. Et je terminerai, c'est par rapport à ce qui était évoqué, on est quand même malgré tout toujours un petit peu victime, surtout quand on est jazz fan en France, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'âge ou de la génération. Parce qu'en plus, on aime le jazz, maintenant les jeunes aiment le jazz pour des raisons aussi différentes de ce que les aînés, avec tout le respect que le jazz avant, en l'occurrence, aimaient le jazz. Mais il y a le côté discophilie. Et en fait, évoqué par exemple les cutting contests, en fait on parle de quelque chose dont on a reçu le témoignage, mais qui est 20% peut-être de ce qu'a été le jazz à l'époque. Et pour revenir à Bernard Luba, ça peut faire une comparaison. C'est en fait le sens populaire de cette musique-là. C'est la fonction populaire de cette musique. Bernard Luba, c'est incroyable, parce qu'il y a un document, vous irez sur YouTube, je crois qu'on le trouve, on voit le premier solo de Bernard. C'est génial de parler de lui alors qu'il n'est pas là, qu'il devait être là, mais justement, je pense que j'aurais pas dit ça s'il était là. On voit le premier solo vibraphone de Bernard, je crois qu'il a 20 ans, même pas, 15 jours après qu'on lui ait demandé de faire ce fameux solo. Il joue, c'est absolument hallucinant. C'est un mélange de Lionel Hampton et enfin, il a un sens du phrasé qu'aucun membre de l'orchestre dans le big band de Jazz Gilson, en l'occurrence, qui a Antibes en 65, et n'a vraiment sens du jazz. Mais d'où il vient, Bernard? Bernard, il vient du zeste, il est d'une famille de musiciens dans laquelle la fonction de la musique populaire est quelque chose de très très fort. Il est finalement très proche de la biographie que moi j'ai étudiée des musiciens de jazz et surtout des musiciens de blues, de tous ces gens-là, toute proportion gardée, parce que la musique qu'on joue à Uzeste dans l'enfance de Bernard, c'est pas la même exactement, même si elle est déjà matinée un petit peu de jazz et de musique swing. Malgré tout, cette fonction populaire et le rôle du public, là en l'occurrence, le public fait partie de la musique. Et il est complètement intégré à la musique. Le call and response, vous savez, c'est l'essentiel de la musique de gospel, blues et jazz est basé c'est même plus qu'une action, c'est une structure. La structure de la musique est basée sur question-réponse. Ce que la Charles va utiliser très souvent, mais en country, vous avez la même chose. L'essentiel des musiques populaires américaines utilise ce call and response. Le blues étant une petite amélioration, alors à la fois elle est très proche des griots, musicalement elle est étonnamment proche des griots, mais elle n'a pas du tout la même fonction. Alors, le blues c'est peut-être la seule musique, peut-être, au départ, qui a été créée par le musicien pour lui-même. C'est presque je ne sais pas si c'est psychanalytiquement valable, mais c'est une musique de catharsis, vraiment, au départ. Et le griot chante la mythologie des grandes familles, des rois et tout ça. Le bluesman chante et joue pour lui-même. Et le call and response est transformé, c'est call and response. C'est-à-dire qu'on répète la question en quelque sorte pour bien se faire comprendre. Dans un contexte aux États-Unis, contexte de l'esclavage et de toutes les communautés américaines populaires, dans lequel le niveau de parole est complètement différent. Comment tu comprends ce doublement de la peine call, response? Je pense que c'est très proche, et là j'en reviens, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est très proche d'ailleurs de la façon dont on chantait. J'écoute le chant occitan par exemple, ou certaines chansons que mes grands-parents chantaient en provençal. On a cette fonction de la répétition qui permet la compréhension, en fait, tout bêtement. Et le blues l'a systématisé. Je pourrais même faire un petit exemple, j'ai un petit jeu avec mon saxophone, je montre quelques exemples et je demande à l'assistance quel est le plus blues pour vous. Et on est parfois assez étonné. Je pourrais le faire en conclusion de cette table ronde, c'est juste un petit jeu comme ça pour réfléchir un petit peu à ce que le blues a apporté à notre façon et à ce lien social dont on parle. Oui,
Je me souviens toujours au Cameroun d'ailleurs, mais là tout à fait au sud, à Limbe, en zone anglophone, près du Nigeria. Je me souviens avoir assisté il y a quelques années là aussi à une cérémonie religieuse, un culte, un dimanche, et j'étais allé dans le temple protestant en l'occurrence pour assister à ce service religieux. Et donc là, on est en Afrique centrale. On est encore une fois au pied du mont Cameroun, près de la frontière nigériane, et on est donc dans ce plus traditionnel. Alors, bien entendu, il s'agit du christianisme en l'occurrence, mais il y a une appropriation, bien entendu, comme ça s'est fait dans notre pays, dans notre région. Il y a une appropriation, bien entendu, du christianisme, un syncrétisme, une transformation, une déformation. Moi, ce qui m'a frappé, surtout dans cette cérémonie, c'est qu'elle a débuté, au fond, de façon un petit peu traditionnelle, par des lectures de textes sacrés, et puis, très très vite, le récitant, un récitant, ou celle, plutôt, c'était une majorité de femmes, en l'occurrence, effectivement, et celle qui dirigeait la cérémonie, à un moment donné, a lancé une sorte de phrase musicale avec des paroles, bien entendu, extraits des livres saints. Elle a lancé une formule musicale d'un coup, après les préliminaires, et immédiatement, l'assistance a repris. Alors, on est bien tout à fait dans le cas de figure que tu évoquais à l'instant. Il y a eu tout de suite, alors on avait l'impression d'ailleurs que l'assistance n'attendait que ce moment où elle pourrait effectivement rentrer dans cette interaction entre ce qui est non plus un chef d'orchestre, effectivement, mais ce qui est une sorte d'improvisateur ou d'improvisatrice en l'occurrence, et dans cette interaction entre l'improvisatrice et puis le public. Et très 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 rapidement, la tension sonore, la tension affective aussi, les affects se sentaient presque, on pouvait les toucher, non pas du doigt mais de l'oreille en quelque sorte. Et très très vite, la tension est montée au point de former une espèce de tempête sonore extrêmement forte, qui provoquait, moi j'ai été pris là-dedans, comme quelqu'un qui tombe d'un bateau et qui se trouve dans l'océan, ballotté par les vagues. C'était d'une force et d'une prise au corps absolument inouïe. Alors, il y a cette expérience propre de celui qui écoute. Pour moi, en l'occurrence, j'étais un outsider dans cette affaire. Mais j'en garde encore le souvenir d'une force, d'une impression physique tout à fait inouïe, physique et non forcément psychique. Et ce qui se passe, alors je reviens au thème du lien social, plus la force, l'intensité musicale montait en puissance, et plus, me semble-t-il, les corps des participants étaient évidemment mobilisés, saisis par cette matière musicale de plus en plus intense, et plus la socialisation, plus peut-être le sentiment de faire bloc, mais ce n'est pas un bloc de style fasciste, hein, de style foule freudienne, mais c'est plutôt une sorte de prise au corps de la musique qui provoque une prise au groupe de l'assistance. Vous savez, les expressions prise au corps et prise au groupe, elles sont des Lévi-Strauss. Dans le final des mythologiques, Lévi-Strauss, je vous recommande ce texte majeur de l'œuvre de Lévi-Strauss, qui porte principalement sur la musique et plus tellement sur les mythes dont il s'est occupé jusqu'alors. Il essaie de distinguer le mythopoétique, le mythe, de la musique. Et il dit, dans le mythe, la structure, c'est-à-dire au fond ce qui essaye de se communiquer, la structure décollée du son, le son ne joue pas un grand rôle dans les récits mythiques. Cette structure est décollée du son, mais elle prend au groupe. Autrement dit,
en écoutant comme ça une narration d'un griot, une narration de quelqu'un qui raconte un mythe, ou plusieurs mythes, ceux qui l'écoutent ont une sorte d'intelligence commune de ce que le mythe n'est pas forcément d'ailleurs consciente, mais inconsciente. Ils ont une intelligence commune de ce que le mythe produit en termes de sens, et cette intelligence commune fait groupe. C'est une des formes de socialisation, une des formes de reproduction du sens social dans les sociétés sans écriture, société orale. Et à propos de la musique, Lévi-Strauss dit la structure dans la musique, la structure en quelque sorte décollée du sens. Décollée du sens, ça veut dire qu'il n'y a pas de signification dans la musique. Alors que dans le mythe, il y a des paroles, il y a des éléments, au sens du langage. Tandis que là, la musique, elle décolle du sens, et par contre, elle prend au corps, excusez-moi. Elle prend au corps. Il oppose comme ça, prise au groupe, prise au corps. Eh bien, moi, je pense que l'on pourrait aller un peu plus loin et dire que c'est vrai pour le jazz, c'est vrai à un moindre degré sans doute pour la musique classique, qui est sans doute victime effectivement d'une sorte de répression sexuelle, si j'ose dire, de répression psychique. Alors qu'en effet, du temps de Mozart, du temps même des premières grandes musiques religieuses, il y avait des trans. Là, effectivement, on avait quelque chose de beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus pulsionnel. Mais le jazz, peut-être aujourd'hui, perpétue cette grande tradition de la musique, des premières musiques, à savoir qu'il y a à la fois prise au corps, et du fait de cette prise au corps, c'est ce que j'expliquais à propos de cette cérémonie à Limbé, comme ça, au sud du Cameroun, du fait de cette prise au corps, il y a prise au groupe. Autrement dit, l'effet social dérive de cette prise au corps par la musique. Et ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu dans ce bref moment à Limbé, au Cameroun, m'a saisi de ce point de vue, et je ressens encore des tressaillements en vous en parlant. Mais c'est vraiment ce que tu racontes là, je trouve que ça vient éclairer ton livre. C'est-à-dire que dans ta recherche sur le spirituel, sur la nécessité d'aller mettre des récits pris comme religieux, pris comme ésotériques, pris comme on le souhaite, cette nécessité d'aller mettre des récits, c'est presque la nécessaire articulation entre cette prise au corps et cette prise au groupe, c'est-à-dire le mythe et la musique, pour rendre compte d'un indicible. C'est-à-dire que là où la musique, elle sollicite l'indicible, il y a aussi la nécessité d'aller chercher du mythe, d'aller chercher des récits, d'aller chercher une tradition, pour essayer de recouvrir et de mettre en forme ça, de s'accorder en quelque sorte un peu là-dessus, quoi. Et c'est d'autant plus... Alors c'est vrai que c'est à la fois très éclairant et en même temps très problématique. Et je ne m'empêche pas de penser à un article d'André Auder. André Auder, ça a été un des grands musicologues et musicien, mais aussi un remarquable compositeur de jazz français. Pourtant, qui sait si je ne suis pas tendre avec lui dans le livre, parce qu'il lui-même n'a pas été tendre du tout avec Coltrane et tous les free jazzman. Et il a fait un article sur le jazz avec Lévi-Strauss, autant que je me souvienne, justement, où il montrait que Lévi-Strauss était quand même victime, et c'est un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, on est quand même malgré tout victime du fait qu'on est français, de notre eurocentrisme vis-à-vis, et il reprochait à Lévi-Strauss, qu'il admirait par ailleurs, hein, évidemment, il reprochait finalement une vision très eurocentriste et très classique de la musique. Pour essayer d'expliquer le jazz, ça compte que Lévi-Strauss a été, c'est un de ceux que je classe parmi ceux qui détestaient le jazz, mais il l'a détesté presque à son corps défendant. Un petit peu comme Walter Benjamin aussi, des gens qui... J'ai envie d'aimer ça, je sens que je vais aimer ça, mais ça me pose un problème. D'autant qu'il avait été un grand amateur de jazz dans sa jeunesse, et qu'à un moment donné, il a dû arrêter. Il le dit lui-même, hein, il y a un très bel article qui a été réédité dans les cahiers du jazz il y a quelques années. Ça fait une page, Lévi-Strauss, qui raconte son rapport problématique au jazz. Et on y revient finalement. Le jazz est quelque chose d'un petit peu à part. Il est même à part, pourtant... Pas mal de lecteurs ont été surpris par certaines conclusions de mes recherches. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'attendaient à ce que j'assimile le jazz à une sorte de grand mouvement mystique, sacré, un petit peu, mais pas du tout. Il y a le gospel pour ça.
Il y a la face visible de l'iceberg, la musique sacrée des Nord-Américains, des Afro-Américains, c'est le gospel. Le jazz, c'est autre chose. C'est une expérience individuelle de son rapport à l'improvisation, notamment, à l'improvisation qui est de plus en plus vue dans l'histoire du jazz comme un geste spirituel par définition. Le miracle de jouer ensemble avec des musiciens qu'on ne connaît pas. Alors que même dans le cadre de mes recherches, quand j'étais à New York pour la fête ici sur les villes, j'ai interrogé des musiciens de ma génération qui disent nous on est athées, agnostiques, mais par contre le jazz, le geste spirituel, là, il est là. Et ça n'a rien à voir avec c'est une autre chose que cette prise au corps, ces phénomènes qu'on peut ressentir notamment dans l'église, alors pas que baptiste, on l'a beaucoup focalisé dans l'église baptiste à un moment donné, ou sanctifié, ou pentecôtiste, on est vraiment dans quelque chose d'assez différent. Parce que Coltrane rentrerait en transe pour faire sa musique, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que la corporalité du jazz, certes, c'est une musique de danse, ça a toujours été, et paradoxalement, il y a toujours cet équilibre qui est extrêmement... Moi, je dis ça quand j'enseigne, quand je suis face à des élèves. Vous savez, j'ai deux cas de figure en règle générale. J'ai soit un élève qui va faire des gammes sur des accords. Le jazz, c'est je joue mixolydien quand j'ai un accord de dominante. C'est peut-être un petit peu autre chose. Et puis d'autres, dès qu'ils font deux notes d'une pentatonique, à la Coltrane, se révulsent les yeux, se roulent par terre, et il y a un vrai équilibre à trouver là-dedans. Et il y a eu des comparaisons fâcheuses dans la façon dont on a abordé le jazz. Notamment, je pense à un grand spécialiste du pentecôtisme comme Harvey Cox, qui a fait un article énorme pour démontrer que Coltrane était la continuité du pentecôtisme. Le pentecôtisme, c'est comme les actifs sanctifiés, c'est là où vous avez le plus grand phénomène de transe. Manque de pause, mais bon, c'est un méthodiste. Enfin, c'est un anglican, en fait, Coltrane. C'est peut-être traditionnellement, et familialement, et culturellement, le musicien le plus... presque, j'allais pas dire anglais, ce serait quand même exagéré, mais avec une certaine retenue. Et d'ailleurs, regardez Coltrane jouer. Un certain puritanisme, on pourrait le dire comme ça, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas au niveau même physique, corporel, une distance, une profondeur, une intimité, qui d'ailleurs est assez décalée avec la musique qu'il joue, et qui est quand même très forte. Et c'est tout le paradoxe de la chose, c'est faire très attention. Je voudrais vous demander une chose par rapport aux liens. Alors, les liens sociaux nommés jazz, pour vous, ce lien, ce qui fait lien aujourd'hui, maintenant, question, c'est peut-être le geste que vous avez évoqué à la fin. Question. Non, alors, oui, ça y est, on je peut vais passer comme seulement- ça, sensiblement. Non, Sur le geste. oui, alors, ce lien, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. La question est, pour vous, qu'est-ce que c'est que fait lien aujourd'hui, ce lien qui vous nommez jazz? Je vous demande, question, c'est le geste que vous avez évoqué à la fin. Il y a une relation au geste spirituel que vous avez évoqué à la fin. Oui, alors en fait, d'ailleurs c'est très problématique quand on est français et totalement agnostique, comme c'est mon cas, et d'un autre côté, il faut assumer c'est ce que j'évoque dans le livre. Hein. La fin du livre s'appelle Manifeste pour le geste. Donc en fait, le jazz, c'est un geste. D'ailleurs, c'est la définition que moi je donne du jazz, c'est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Voilà. Et d'une certaine manière, ça fait aussi lien social. C'est-à-dire que si je fais ça, je joue aussi avec le... Je l'appelle même plus le public dans ce cas-là. Les gens qui sont là viennent jouer avec moi. Donc il y a quand même un... J'insiste là-dessus, hein, parce que je suis connu pour faire des concerts avec de l'orgue dans les églises, musique sacrée entre Bach et Coltrane, ou faire des choses avec des rappeurs. Pour moi, il y a toujours ce même geste. Et qui est un geste anti... J'aime pas le mot anti, mais qui ne peut pas se permettre un puritanisme. On peut pas accéder à ce geste-là si on a une idée extrêmement précise de ce qu'on doit faire stylistiquement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est le gros problème que je vais avoir avec certains musiciens classiques par rapport à d'autres. Certains acceptent
la transgression que je leur apporte, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit, d'autres ne l'acceptent pas. Et d'ailleurs, le problème que j'ai avec le jazz actuel, c'est finalement oublier ce lien social qui est ludique et d'arriver à un point où il y a beaucoup de jazzman qui deviennent, où ça a toujours été un petit peu le cas, des vrais puritains ou des puristes de leur art, à tel point qu'ils refusent même cette transgression, ils refusent la présence de l'autre, ils refusent la présence de l'altérité, ils voudraient, personnellement par exemple un gros problème que j'ai avec une bonne partie d'une scène new-yorkaise qui est très formelle de ce point de vue-là, et qui définit les choses d'une façon très puriste, justement. Quand j'étais aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, j'ai dit à tout le monde, avant de partir, je vais aller voir les musiciens de bluegrass et de country. Qu'est-ce que tu vas t'embêter avec des pecnos en salopette qui jouent du banjo et tout ça. J'ai découvert les plus grands improvisateurs américains actuels. Et au demeurant, ce que j'ai découvert d'autre, c'est que c'est joué par des noirs et des blancs. Sauf que quand vous allumez la télé aux États-Unis et en France, même tout autant pour les raisons différentes des catégories, vous voyez des musiciens blancs qui jouent cette musique. Mais vous avez affaire vraiment à ce lien-là, ce lien, j'allais dire, populaire, que nous, il est très ténu, il est très lointain, ce lien-là. Alors, j'aime à penser qu'on peut retrouver ce lien dans l'acte musical et dans le fait de faire ces concerts. Frédéric, je te propose qu'on pose des questions. Oui, il y avait d'abord. Si vous m'avez pas dit de vous voulez parler après, donc on posera les questions. Vous êtes d'accord que vous répondrez après? Hein? D'accord? Je tenais à dire que c'est absolument passionnant, hein, cette table. La réflexion que je voulais faire par rapport à la thématique centrale de cette table, qui est le lien social, le jazz comme lien social, j'ai quand même l'impression, et Raphaël Imbert le rappelle par les traverses, que, en tout cas, la première partie, une bonne majorité de cette table, a parlé d'un jazz qui n'existerait plus, ou de jazzmen qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une dimension d'un jazz qui s'est soit académisé, aux États-Unis notamment, ou qui va avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une société libérale, en lien avec des majors de disques qui vont pousser certains poulains du saxophone, du piano, de chanteuses, etc., que sais-je, ce qui ne retire en rien leur éventuel talent. Mais ce que je veux dire, c'est que ce lien social qu'il y avait encore jusque dans les années 70, voire les années 80, jusqu'au début des années 90, il y a quand même quelque chose que bon nombre des anciens, archi, etc., ne se reconnaissent certainement pas dans l'idiome jazz tel qu'il est utilisé aujourd'hui, parce que ça correspond vraiment à une espèce de rayonnage, un segmentage. Donc j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Ouais. Non, on va répondre à la fin. Parce que c'est pas vraiment une question. Comment là, quand on sait, je dis pensais parce que je pense que là, c'est un de ces échecs. Ah, pardon. Lacan pensait que la psychanalyse allait faire un lien social. La psychanalyse lacanienne, mais la psychanalyse en général aussi. Bon, le moment post-néo-lacanien montre que ça n'a pas marché du tout. En tout cas, pour lui, c'était du côté du discours, hein, pas du tout du corps ou d'une sorte de religion ou d'ésotérisme. Là, je vais retomber là, dans quelque chose de tout à fait commun. Finalement, je m'aperçois aujourd'hui, à avoir écouté tout le monde, que si que le lien que je peux avoir avec les analystes est somme toute fort ténu, et qu'il est plus fort, je dirais, avec les musiciens. Et d'ailleurs, bon, je connais quelques analystes ici, on s'est salués, et quand Raphaël Imbert est arrivé, on s'est dit bonjour, mais on ne s'est pas dit bonjour. Il m'a attrapé dans ses bras, et je me suis retrouvé comme un nourrisson pris dans son corps, et c'était absolument délicieux. Désolé, Francis.
C'était formidable que vous nous avez fait entendre. Vraiment, c'était formidable. Vous cherchiez s'il y avait un parallèle, parce que vous évoquiez à un moment donné avec le rapport que vous voyez le pied et ce fameux parallèle, je crois qu'il apparaît dans la dernière partie de votre exposé quand vous évoquez ce que nous apporte Lévi-Strauss et en particulier l'article qu'il a écrit en même temps que la fin des mythologiques, l'efficacité symbolique. Cet article magnifique, l'efficacité symbolique, ce qui est très, très fort, à mon avis, c'est qu'il aide à comprendre un petit peu, grâce à des choses que vous apportez, que c'est pas facile de comprendre pourquoi le chaman est thérapeutique, mais en fait, il est thérapeutique. Il est thérapeutique et il est thérapeutique par des mécanismes sacrés, je crois que c'est des mécanismes de cet ordre-là, mais les chamans dont nous parle Lévi-Strauss transmettent des dessins sur le sable qui font apparaître des dessins transmettant la beauté. Et les gens qui sont possédés par la parole du chaman disent que c'est parce qu'il y a ces dessins une beauté incroyable que l'efficacité symbolique leur parvient. Et j'ai toujours été traversé par la différence entre Coltrane, Albert Ayler et Duke Ellington, et quelle n'est pas ma surprise, c'est de voir que ces trois-là, vous les prenez au début de votre livre, et qu'il semble, j'ai pas eu le temps de regarder de près, il semble que vous en fassiez un nœud entre trois qui évoque singulièrement le nœud borroméen de notre grand-père Lacan. Alors, je suis, pour Lacan, c'est la façon de rencontrer l'unité sacrée qui fait ce nœud avec ces trois qui représentent pour Lacan chacun un des noms du Père différent. Alors comment vous avez trouvé ce lien, celui-là, de ces trois-là? Le dessin devant moi, j'ai pas lu les pages qui suivent. Mais il faut avoir le dessin sous les yeux. Il faut avoir le dessin sous les yeux. C'est un tableau. Encore une... Oui. Aline? Voilà, en tant que musicienne, je voulais rebondir sur la question du geste. Parce qu'effectivement, en tant que musicien, enfin, moi je pratique la voix, donc en tant qu'instrumentiste ou chanteur, c'est le geste qui va être déterminant. Et je ne pense pas, vous avez beaucoup parlé de musique classique et d'un dualisme entre musique classique et jazz, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui compte, puisque quand on est là sur scène, ce qui compte c'est de donner quelque chose, quel que soit le style dont on vient. Voilà, je pense qu'il y a des scènes qui sont vivantes, parce qu'il y a des musiciens vivants qui sont sur scène. Dans le jazz, comme vous le disiez tout à l'heure, il peut y avoir des choses très académiques aussi, avec beaucoup de partitions, des chefs, etc. Donc je crois que la justesse, elle vient de ce que le musicien a à dire et à donner sur scène, quel que soit le style de musique. Évidemment, dans le jazz, il y a la question de l'improvisation, qui va peut-être permettre à l'artiste de dire d'autres choses, mais je crois que le musicien classique, il peut aussi dire des choses à travers le texte qu'il interprète. Voilà. Oui, je voudrais faire un commentaire en tant qu'anthropologue, je trouve que le lien social dans la pratique du griot et le lien social dans la pratique du jazz, ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir, me semble-t-il. Et
Par ailleurs, deuxième point, la pratique du griot telle que vous avez pu l'observer, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre d'années, au Nord Cameroun, s'est complètement transformé. Le chant à la gloire des ancêtres, une chose typiquement masculine, est en perte de vitesse complète, se fait énormément en particulier, les grands rituels, etc. Et on assiste à la montée d'une parole individuelle, d'un chant individuel féminin, par hasard. Et donc, du coup, pour moi, à l'émergence de la parole d'un sujet, quel qu'il soit. Même chose dans le jazz, finalement. Et ce qui est en jeu, bon, je travaille sur le monde arabe en général, la Mauritanie et le Maroc en particulier, ce qui est en jeu, me semble-t-il, à travers la pratique musicale, c'est l'émergence de la parole du sujet que tu reprends, Frédéric, dans celle du soliste, finalement. Ça n'est pas faire lien à travers la répétition de quelque chose qui est connu de tout le monde, qui est partagé par tout le monde, c'est se mettre à l'avant de la scène, se mettre en danger en tant que sujet, au risque de sa peau, comme on disait tout à l'heure. Au risque de sa peau, d'ailleurs, de façon réelle, dans les pays arabes contemporains, avec la montée des fondamentalismes qui ont une sainte horreur de la musique. Donc voilà, si vous pouvez répondre déjà à la première question, c'est où est le jazz actuellement? Il est peut-être là où tu parles aussi. Oui, d'ailleurs, à Rabat, les festivals où il se passe vraiment quelque chose, ce sont les festivals qui se rencontrent les Gnawa, qui est une confrérie de trance mystique, soufis, mais composée d'anciens esclaves, du nawab guinéen en arabe, et les jazzmen américains ou européens, à Rabat et Saoudra, qui est un énorme festival fort intéressant. C'est juste un point. Encore peut-être une question, et puis après il va falloir qu'on libère la salle. Du moment que j'ai le micro, je profite un second. Alors oui, c'est la question, notamment que c'était un peu esquissé par vous, par Alain, par rapport à la question de nos pères. Et à vous, je vais la poser à tous les quatre de façon très directe par rapport à la question du lien social et notamment la question de l'autre. Hein? La question d'être avec, c'est pas simplement jouer avec un autre musicien, mais il y a aussi la place de l'autre à ce point-là. Je pense au concept psychanalytique du grand autre. Alors, il est vrai que, par exemple, au niveau du jazz, il y a eu comme une sorte d'évolution, hein, disons évolution avec les guillemets, entre guillemets évidemment, avec l'idée du leader, hein, d'abord leader soit de l'orchestre, leader dans le groupe, et dans le free jazz, cette figure disparaît, il n'y a plus les leaders. Tous les composants, par exemple, du groupe, hein, évidemment entre guillemets toujours, sont à la même place. Donc il y a, en ce sens, je pense aussi qu'il y a une sorte de, comme disait Bertrand aujourd'hui ce matin, quelque chose de l'ordre de libération. Et aussi des risques, hein, de se jeter à l'eau sans qu'il y ait un autre garant, quelqu'un garant de la réussite. Et en ce sens-là, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au parcours de la cure. On a d'abord un autre bien consistant, les psychanalystes qui interprètent, les psychanalystes qui nous dit avec lesquels notre parole prend du sens parce qu'il y a ces grands autres. Et au fur et à mesure que la cure avance, ces grands autres deviennent tout petits, je dirais même. Jusqu'à arriver, comme disait Marcel tout à l'heure, jusqu'à être vraiment celui qui fait distinction. Donc il n'y a plus forcément cette grande distance. Ah, bien sûr, hein, il y a des positions différentes, il n'y a plus la même distance qu'il peut y avoir au début, jusqu'à quand cette figure est destituée. Donc c'est par rapport à cette évolution que j'ai fait un parallèle peut-être un peu osé entre cette idée du leader, la grande orchestre avec les directeurs d'orchestre de jazz, jusqu'au free jazz, où il y a cette sorte d'unité qui se produit parmi les groupes sans qu'il y ait les grands autres garants, hein, même au niveau du temps, au niveau de la grille, au niveau de tout ce qui fait en général la loi. Tout ça est mis en branle. Donc ma question est notamment, quelle est la relation de l'autre, hein, du musicien, vraiment même du musicien du jazz par rapport à soi-même, pas forcément par rapport au collègue qui l'écoute et qui après il doit répondre, etc. Mais quel est son grand autre? Il y a encore du grand autre, il n'y a plus. Voilà la question après. C'est là que je regrette vraiment Bernard sur
Juste une chose, peut-être parce que je sens que ça y est, on est en train d'arriver à la fin de la journée, là, ça y est, ça montre juste une chose quand même par rapport à justement la question, en gros, ce que vous posiez tout à l'heure, c'est la question du revival. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du jazz maintenant, qui est du jazz formaté, on pourrait dire. Du jazz comme ça, dans le reforme. C'est du revival. Mais ce n'est pas sans interroger la psychanalyse. C'est-à-dire que si, dans l'esprit du jazz, ou dans l'acte jazz, comme tu en avais parlé, il y a cette nécessité de réinventer une tradition, c'est vraiment une idée qui m'est venue en relisant ton texte récemment. S'il y a cette nécessité de réinventer la tradition, alors on peut s'interroger sur notre nécessité à nous, psychanalystes, de réinventer la psychanalyse à chaque fois. Et donc là aussi, sur cette dimension de réinvention, peut-être que jazz et psychanalyse peuvent dialoguer, dans le sens où il y a probablement une psychanalyse revival. Probablement. Des Newton Marsalis de la psychanalyse. Il y en a des Newton Marsalis de la psychanalyse, et charge quand même à certains analystes, enfin en tout cas à chacun, on l'espère, de créer de la psychanalyse vive. Comme nous savons parler du jazz vif. Je vous indique que c'est juste un magnifique bouquin de Jean-Pierre Moussaron, L'amour du jazz, où il développe cette idée d'un jazz vif, contrairement justement à tout jazz revival. Et le jazz vif, finalement, il peut être joué, c'est pas une question d'avant-garde dans l'histoire, c'est juste un rapport du musicien à l'instant, au son. Il y a du free jazz revival aussi. Exactement, il y a du free jazz revival. Mais peut-être que justement cette question de la réinvention, elle est là aussi. Elle concerne aussi bien finalement psychanalystes et musiciens. C'est juste une association. D'abord, merci pour cette très belle table. Et je vais revenir sur ce que vous venez de dire et par rapport à tout ce qui a été dit, Raphaël. Je me disais, comme ça, je discutais avec une amie à New York cet été, Paola Mili, et dans la discussion, on avait l'idée de faire un colloque sur la question de la rigidité, qui est un thème. Voilà. Et je me disais, au fond, ce que vous dites tous, c'est comment, pour nous humains, sortir de toutes ces postures qui nous rigidifient, qui sont empreintes comme ça, qui nous fixent. Et c'est ce que vous dites quand vous jouez avec les musiciens classiques, et Dieu sait qu'il y a de la rigidité d'un point de vue, ça les ouvre, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette prise de risque, et on voit ça, moi je suis plutôt du côté du théâtre, il n'y a pas, au fond, on ne peut pas se mettre derrière un instrument, dès qu'on rentre en scène, voilà, c'est vrai qu'on se jette en scène un peu comme dans une arène et qu'on sait ce que c'est crisper sa peau, entre guillemets, mais vraiment, et c'est ça, c'est au fond. Alain, il avait cette phrase, Alain Didier dans un de ses livres, il disait, en analysant, au fond, en fin de cure, quand il quitte, on devrait pouvoir le voir danser. Eh bien voilà, je pense qu'il y a pas. C'est une très belle métaphore, justement, comment pour nous-mêmes sortir, et par rapport à ce que disait monsieur, vous l'avez pris dans vos bras et vous l'avez embrassé, ben voilà, comment vraiment sortir de nos rigidités pour se réouvrir à ce qu'il y a bien et au sens nouveau. Voilà. Pouvoir être transporté par la musique, et c'est le but de la danse. Quand on entend la belle musique, on a envie de danser. Bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, je vais peut-être juste dire ça pour terminer, parce que là je suis... Non, vous savez, parfois, quand je fais une conférence tout seul, notamment sur mon livre, tout le monde est très content, mais comme j'ai généralement parlé 3h30, il n'y a plus de questions. Et je vends même pas les bouquins, parce que les gens me disent « c'est tout à tout expliqué ». Non mais là, moi j'adore, on m'a posé des questions ce soir qu'on m'a jamais posées, et on nous a posé des questions vraiment intéressantes. Donc je me dois de réagir, mais très rapidement, parce que je pense que tout le monde est... Enfin, vous êtes quand même très énergique pour des gens qui ont fait une journée complète de séminaires sur le jazz et la psychanalyse. Et la question de l'académisme, de la rigidité, du revival... Je mets à part la question de Lacan et du Clinton, Heller et Coltrane. Je demande un petit moment de réflexion quand même pour... Mais en fait, ce dessin, pour moi, c'est un dessin qui a été déterminant, c'est-à-dire que ma trinité jazzistique, c'est Coltrane,
Heller et Duke Ellington. Pour moi, c'est vrai. Alors, évidemment, j'adore Ted Mosmond, j'adore Miles Davis, j'adore Lisa Armstrong, j'adore tout le monde, mais là, il y a quelque chose qui se passe avec ces trois, et qui se passe vis-à-vis du sujet du spirituel, justement. Coltrane, pour moi, est le seul vrai mystique de l'histoire du jazz. Albert Heller est un vrai religieux, qui sait s'il mourrait. Tendancieux en ce moment, mais on a affaire à un vrai prosélyte. Et Duke Ellington est un philosophe, un métaphysicien, un vrai homme de spiritualité, avec quelque chose de... Et en fait, ces trois-là définissent trois tendances qui me permettaient de classifier. Parce qu'en fait, on parle, et j'entends un petit peu quand on parle du free jazz comme une sorte de grand vent de liberté, mais en fait, il faut, c'est peut-être la chose que j'ai envie de dire là, il faut oublier tous ces mots, bebop, swing, revival, free jazz, tout ça. Vous trouvez dans le free jazz, autant de leaders démiurgiques, dictateurs, que vous allez trouver dans le New Orleans, musique considérée comme très passéiste et tout ça, et une musique au départ, c'est le premier message du jazz, le ragtime, le vaudeville, tous ces styles tous ces mots qu'on donnait avant que le mot jazz, peut-être occitan, je vous rappelle, est apparu. C'est d'abord, c'est certainement occitan. Voilà, c'est la maison. Et ben, c'est l'espace de liberté. Voilà. Duke Ellington, et j'insiste, parce que je suis d'accord avec ce que vous disiez, n'en arrivons pas à cette facilité qui est de dire la musique classique c'est rigide, le jazz ça ne l'est pas. On vit une époque où tous les styles d'art et de création deviennent d'une rigidité et d'un essentialisme absolument effrayant. Voilà. Donc, merci. Merci.